Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo hebdomadaire concernant Celsius et ce qui a été dit donc lors du dernier point du fondateur de Celsius, Alex Mashinsky. C'était vendredi dernier, le 2 avril. Et comme tous les vendredis, Alex Mashinsky, fondateur de Celsius, vous fait un question-réponse et répond aux questions des internautes lors d'une séance live sur YouTube que bien sûr vous pouvez regarder en différé. Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que Alex était en très grande forme. Il avait à côté de lui une des personnes qui vient de rentrer chez Celsius et qui va être la personne qui s'occupera de toute la partie légale, donc le directeur juridique. Mais là où Alex était en forme, donc il a commencé en introduction par rappeler les bons chiffres de Celsius. C'est vrai que on a énormément des concurrents de Celsius, Nexo notamment, qui ont réduit de manière drastique les taux d'intérêt versés. Ce n'est pas du tout le cas de Celsius, donc Celsius continue à verser. Et évidemment, ils ont vu affluer des masses d'argent suite à ces modifications chez les concurrents qui, évidemment, du coup, les clients préfèrent se retourner vers Celsius qui paye des intérêts bien plus importants et surtout beaucoup plus stables dans la durée. C'est-à-dire que les intérêts, en fait, ne font en gros qu'augmenter. Hein. On les a très rarement vus baisser chez Celsius. De mémoire, je ne l'ai pas vu, mais bon, ça a dû arriver quand même. Par moment que ça baisse un peu, mais c'est très très rare. Et surtout, c'est pas... On n'a jamais vu des divisés par deux ou des choses comme ça. On parle de quelques pouillèmes de pourcentage. Bon, et ensuite, il est parti sur un autre sujet, qui était un sujet plus général, comme il le faisait avant. Alors là, du coup, c'était très intéressant, parce que Alex a quand même cette capacité à vous faire partager non seulement ses convictions, mais ses analyses. Quand elles sont macro, je trouve ça très très intéressant. Alors là c'était très intéressant, parce que... il a voulu montrer, il l'a montré d'ailleurs sur Internet, vous pouvez y avoir accès d'ailleurs, c'est un rapport qui a été fait par le FMI et qui s'appelle le IMF Staff Discussion Note de 2012 déjà, donc il y a 9 ans, c'était juste à la sortie de la crise de 2008. Et ce papier, dont on avait beaucoup parlé à l'époque, alors pour ceux qui suivaient l'actualité comme moi, bon moi c'est un souvenir qui est très frais, mais peut-être vous l'avez oublié. En fait, dans la crise de 2008, il y a eu tout ce moment où il s'est agi de sauver toutes les institutions too big to fail, n'est-ce pas? Donc, too big to fail, c'était la bonne excuse pour que le contribuable vienne à la rescousse de toutes les boîtes qui avaient fait absolument n'importe quoi, notamment les grandes banques. Mais à la suite de ça, quand même, il y a eu le G20 s'est réuni et avait décidé, donc en 2012, avait décidé de ne plus se lancer dans ces bail-out, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais. Le bail-out, c'est vraiment lorsque vous êtes sauvé par l'extérieur, et donc lorsque vous êtes une grande banque ou une grande entreprise qu'on décide de vous injecter du pognon de contribuable, c'est ça un bail-out. Voilà, donc c'est toute la collectivité qui paye pour vous, quoi, hein. Ils avaient décidé, le G20 en 2012, et c'est ce qui est retranscrit sur cette note, aux prochaines crises, d'arrêter les bail-out et de passer au bail-in. Alors, le bail-in, lui, à la différence, c'est que vous êtes sauvé par les gens qui sont à l'intérieur. Alors, ce qui veut ni plus ni moins dire que vous êtes sauvé soit par vos déposants si vous êtes une banque, ou par vos actionnaires, mais en tout cas, on ne fait plus appel à l'argent du contribuable. Et ça a été signé par le G20 en 2012. Donc on a tendance à l'oublier. Mais alors, c'est extraordinaire parce que ça veut donc dire qu'au moindre problème qu'il y a en banque, désormais, votre argent, si vous êtes un déposant dans cette banque, votre argent, il est à risque. Il est clairement à risque. D'ailleurs, il est tellement mal placé parce que vous avez en fait une créance vis-à-vis de la banque, hein. Quand vous avez de l'argent à la banque, les gens, ils l'ignorent très souvent. Bon, je l'ai répété au fil de mes vidéos, donc je pense que vous le savez, mais vous avez en fait une créance à la banque. Vous n'avez pas, c'est pas comme si votre argent était à la banque. La banque vous doit de l'argent que vous avez déposé, mais vous n'êtes qu'un créancier. Et vous passez loin derrière, si vous voulez, tout un tas de créanciers, évidemment, prioritaires. Donc c'est la même chose aux États-Unis, la même chose en Europe, je vous rassure. En Europe, d'ailleurs, les lois sont passées de la même façon, puisque le bail-in
est quelque chose ça a été décidé au niveau du G20, donc tous les pays du G20, et évidemment la France en fait partie, tous les pays européens, les États-Unis, le Canada, etc., ont évidemment ratifié cette décision. Alors là où c'est donc première conséquence, si jamais il y avait un problème dans une quelconque banque, ce serait donc aux déposants de venir, qui perdraient tout simplement leur mise. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça vient avant les soi-disant assurances que les pays garantissent. Vous savez, les pays vous garantissent d'une assurance. En Europe, je crois qu'on est aux alentours de 100 000 euros. Je crois que ça doit varier d'un pays à l'autre, mais en France, je sais que c'est 100 000 euros par compte bancaire. Aux États-Unis, il y a un système d'assurance qui s'appelle la FDIC. La FDIC assure de l'ordre de 250 000 euros par compte bancaire. Mais alors, vous allez me dire, pour assurer, alors là, on va prendre l'exemple des Américains, et c'était évidemment l'exemple que prenait Alex. Il montrait la page de la FDIC, et la FDIC s'enorgueillit sur sa page internet, vous pouvez aller vérifier, d'avoir 60 milliards de dollars en fonds, en réserve en fait, pour donc ce fonds qui est censé garantir tous les Américains qui ont un compte en banque à hauteur de 250 000 dollars. Alors déjà, première chose, ça vient après tout éventuel bail-in. Alors déjà, donc ça veut dire que vous pouvez vous faire ratiboiser et ensuite on va venir vous dire ok, l'assurance peut intervenir après. Alors, mais la question là, c'est encore une question qui est un petit peu ambiguë. Est-ce que vous faites ratiboiser ou est-ce que le FDIC interviendrait à ce moment-là, ou les assurances des pays européens pour ce qui est de l'Europe? Mais là où c'est très amusant, c'est que quand vous regardez le site de la FDIC et que vous dites ils ont 60 milliards, Alex s'est livré à un exercice ultra simple en direct. Simplement diviser 60 milliards de dollars, donc la hauteur du fonds de la FDIC, par 250 000 dollars, qui est la hauteur de l'assurance individuelle pour chaque citoyen, eh bien, ça fait 240 000, c'est-à-dire que la FDIC pourrait, s'il y avait vraiment des faillites bancaires en cascade, elle pourrait sauver 240 000 Américains. Il y en a à peu près 300 millions. D'accord? Alors 300 millions qui n'ont pas tous un compte en banque, soit, mais au moins il doit y avoir 200 millions de comptes bancaires. Donc vous en avez, donc ils sauvent même pas 1%. Alors voilà, donc ce fonds-là, vous le comprenez, c'est évidemment de la flûte totale. Alors tout ça pour en venir à quoi? Que la plupart des gens aujourd'hui dans l'économie traditionnelle et les gens qui vous entourent, à qui vous discutez et que vous parlez, quand vous parlez crypto, sont tous persuadés, si vous voulez, que avoir son argent en banque est quand même moins risqué que d'avoir son argent en bitcoin ou en crypto-monnaie. Eh bien, moi, ça fait longtemps que je le dis, moi, je pense rigoureusement le contraire, et je pense qu'une société comme Celsius, spécifiquement maintenant qu'ils vont proposer un système d'auto-assurance, c'est-à-dire qu'il va vous couvrir même en cas de pépin avec les fonds que vous déposez chez eux et qui sont ensuite soit reprêtés ou réalloués à d'autres institutions qui sont en contrat avec Celsius, eh bien, moi j'en suis arrivé à la conclusion, mais il y a maintenant longtemps, que je pense que j'ai moins de risques avec mes stablecoins ou mes bitcoins chez Celsius que d'avoir de l'argent en banque. Alors là, on en a la preuve, puisque honnêtement, cette histoire d'assurance, si vous voulez, c'est rigoureusement la même chose en France, en Europe, les fonds de garantie pour les faillites bancaires sont extrêmement faibles au regard des risques encourus si jamais il y avait effectivement des cascades en faillite, des faillites en cascade, pardon, avec des faillites bancaires et un run sur les banques on ne parle pas d'une petite banque, on parlerait évidemment de plusieurs banques. Alors voilà, donc il a tenu à rappeler ces phénomènes et moi j'ai trouvé ça très très judicieux de sa part, puisque voilà où on en est. Nous sommes dans un système où aujourd'hui on va continuer, et nombreux sont ceux qui vont croire que nous avons affaire à un système sécurisé en restant dans le système traditionnel, et qu'on va prendre des risques, bien sûr, en allant miser sur des crypto-monnaies ou de les mettre tout simplement chez Celsius. Encore une fois, de mon point de vue, c'est rigoureusement l'inverse. J'étais d'ailleurs très amusé de constater, j'ai un copain ici à l'île Maurice
à qui j'ai conseillé d'ouvrir un compte chez Celsius, qu'il a fait. Et lorsqu'il a fait son premier virement depuis le Crédit Mutuel en France, il a reçu une lettre qui lui a expliqué pourquoi ne pas le faire. Donc au départ, ils ont même refusé de lui envoyer l'argent, hein. Bon, finalement, ils l'ont fait, évidemment, mais il a fallu qu'il prenne son téléphone, qu'il les appelle et qu'il s'énerve même. Parce que, donc, leur première lettre, et cette lettre, je crois que je vais l'encadrer, parce qu'elle vous explique combien il est dangereux d'investir dans les crypto-monnaies, que vous risquez de tout perdre, etc. Et bien sûr, comme il est que la banque elle-même a des produits tellement plus safe à proposer. J'imagine l'assurance vie ou des choses de la sorte qui un jour vont être gelées et où les gens pourront même plus mettre la main dessus. Donc voilà pour ce qui était de tout ce discours de Alex. Et puis il a enchaîné sur un rappel très important. C'est que bien avant le Covid, bien avant mars ou février 2020, il y a eu, fin 2019, à partir de septembre-octobre, il y avait une grosse problématique sur les marchés. Et ça, je me souviens moi-même en avoir parlé. Alors, je ne sais pas, peut-être je ne faisais pas des vidéos à l'époque, mais j'ai quand même un doute. Mais en tout cas, il y avait les problèmes qu'il y avait sur le repo market, c'est-à-dire les marchés interbancaires qui se réallouent l'argent, ce qui sont absolument nécessaires pour que les marchés monétaires fonctionnent. Et la Federal Reserve a dû intervenir de façon colossale, fin 2019. Et on parlait de chaque nuit des trillions de dollars pour que juste le système ne grippe pas, qui aurait eu pour conséquence, si vous voulez, de friser tous les assets mondiaux. Enfin, ça aurait été une faillite en cascade systémique, qui est évidemment la chose la plus crainte par les autorités monétaires. Donc, lorsque la Federal Reserve, et comme le rappelle Alex, hein, la réserve fédérale, elle n'est ni fédérale et ce n'est pas une réserve. Donc, c'est ni une réserve ni fédérale. Mais cette réserve fédérale, lorsqu'elle vous explique qu'elle a fait un bail-out en 2008 de 800 milliards de dollars, il a ensuite montré des graphiques, si vous voulez, où banque après banque, et là on parle de banque après banque, qui ont aujourd'hui des risques encourus par rapport à tous les produits qui sont dehors, qui sont 1000 fois supérieurs aux 800 milliards de dollars qui ont été utilisés dans le bail-out de 2008-2009. Aujourd'hui, vous le savez, on est déjà à 7 trillions de dollars de bail-out, mais là encore, les bail-out dont nous parlons ne sont même pas à la hauteur de ce qui pourrait se passer s'il y avait des grosses faillites bancaires et si elles devaient perdre les pédales, si vous voulez, sur certains de leurs assets, hein, des crédits non remboursés ou des produits dérivés. Aujourd'hui, elles ont des positions à des niveaux très, très, très élevés. Voilà, c'était ce que voulait rappeler Alex en introduction. J'ai trouvé donc son intervention fort intéressante. Et c'est pour ça que je vous la partage. Alors n'hésitez pas, si vous aimez ces vidéos, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Une fois que vous êtes abonné, vous cliquez sur la cloche qui est à côté de l'abonnement pour être notifié à chaque sortie de vidéo. Et visitez mon site internet aussi, cryptoparadise.consulting, où le blog est très régulièrement mis à jour. Je vous dis à très bientôt.